Salut à tous, ici Carl et aujourd'hui on se retrouve pour ma présentation et unboxing de la Corsair RM 750i. Donc on est face à une des alimentations les plus haut de gamme de chez Corsair. On n'est pas encore dans leur série 80 plus Platinum avec la AX 1200i, les trucs super chers, super haute performance pour les configs les plus coûteuses, mais on est tout de même dans du haut de gamme 80 plus du Gold avec une série qui va être capable de supporter la majorité des configs haut de gamme avec du SLI, Crosshair, etc. Donc, quand on déballe le produit, première chose qu'on trouve, c'est le manuel qui nous indique toutes les spécifications du produit. Puis on voit aussi que la série RM est disponible en 650, 750, 850 et 1000 watts. À savoir que ici, c'est la version I. Je vais vous expliquer un peu plus tard qu'est-ce que la version I, mais la version X est aussi disponible si vous n'avez pas besoin de la version I qui indique tout simplement la connexion du Corsair Link. On va commencer par le bloc parce que ça m'énerve toujours commencer par les câbles dans les vidéos. Puis, on a premièrement une pochette de velours qui contient l'alimentation en elle-même. Si les petits fils ici n'empêchent pas de sortir de l'alimentation de la pochette. Voilà, le beau bloc en lui-même. C'est un beau produit, on sent vraiment qu'il est lourd, il fait son poids. Et en ce qui concerne les alimentations, c'est souvent une bonne chose. Les alimentations super légères, super cheap, ça fait pas trop mon plaisir. Première chose qu'on remarque, la belle grille de ventilation avec le ventilateur 140 mm, je dirais bien. Si c'est pas ça, je mettrai une annotation, mais il fait quand même sa taille et il est assez silencieux. Ici, je saute un pas en avant, mais le ventilateur ne tourne tout simplement pas sous une certaine charge, comme beaucoup d'alimentations aujourd'hui. Et en plus de ça, on peut configurer tous ces paramètres-là via le Corsair Link. Je vous parlais du Corsair Link juste après. À l'arrière, on a la grille de ventilation pour la sortie, le bouton on et off si vous voulez tout simplement éteindre complètement le système pour changer d'une composante, etc. Et finalement, la prise d'alimentation. Sur les deux côtés latéraux, on va voir le logo ainsi qu'une étiquette Corsair avec le modèle spécifique d'alimentation. Noir et blanc, ça va être parfait. Je suis content qu'il n'y ait pas de couleur vraiment spéciale. Ça va aller avec probablement la majorité des configs, peu importe que ce soit rouge, bleu, mauve, vert. À l'époque du RGB, maintenant, c'est pratique d'avoir des couleurs qui vont aller avec toutes les configs. Pour la connectique, on a tous nos connecteurs habituels. De toute façon, ce qui nous intéresse, c'est pas les connecteurs du côté alimentation, mais bien au niveau des connecteurs des câbles. Mais ce qui nous intéresse quand même au niveau de la connexion, c'est la connexion Corsair Link. Et oui, vous allez voir qu'on a deux options de connexion, soit avec le fil propriétaire de Corsair qu'on peut brancher dans d'autres de leurs produits. Je ne vais pas trop spoiler parce que je suis encore sous NDA par rapport à cela, mais il va y avoir des produits bientôt pour contrôler davantage les produits Corsair via le Corsair Link. Tout ce que je vous dis, c'est rester connecté sur la chaîne. Je ne peux pas vous en parler tout de suite. Si vous n'avez pas déjà le produit nécessaire pour utiliser le connecteur propriétaire du Corsair Link, ici la prise USB, donc mini USB vers USB interne. Je vous montrerai le cas tout à l'heure. Ainsi qu'une LED qui montre que l'alimentation est allumée, ainsi qu'un bouton pour tester le ventilateur parce que, eh oui, le ventilateur ne tourne pas par défaut. Donc, si vous voulez tester qu'il fonctionne bien, vous placez sur le bouton et il va se mettre à tourner. On peut mettre le bloc de côté. J'ai juste à mentionner qu'une petite étiquette ici. Et la peinture est de bonne qualité. J'ai bien beau essayer de l'égratigner, elle reste en place. Le bloc fait son poids de bonne qualité. Je reviendrai par rapport à ce que je pense de ses performances juste après les câbles. On va le mettre de côté sur la table de bench juste ici. Au niveau des câbles, je me penche ici dans la boîte. On va voir premièrement le câble d'alimentation qu'on va venir brancher dans le mur. Aux côtés, des vis pour visser l'alimentation à votre boîtier, des épithèses pour faciliter le cable management, donc des attaches non réutilisables, ainsi qu'un petit sticker Corsair que vous pourrez mettre sur votre boîtier si vous êtes fier de vos composantes. Au niveau de la pochette de câble, qui est une très bonne chose, moi qui change constamment d'alimentation, c'est pratique d'avoir autre chose qu'une boîte pour mettre les câbles. Ça ne coûte rien la compagnie de plus, puis c'est beau à voir. On va avoir un et deux câbles qui vont être servis pour les GPU. Donc, ils partent de un 8 pins qu'on branche sur
l'alimentation et à l'autre bout vont se diviser en deux connecteurs 2 plus 6 pins, donc autant du 6 pins que du 8 pins. Ça va être possible, donc je pense que le maximum que vous pourrez en faire sans adaptateur, c'est 2 GPU double 8 pins, quoique encore là, aujourd'hui en 2017, un GPU double 8 pins, c'est pas très fréquent, même les 1080 Ti n'utilisent même pas cela. À part de ça, on a ici le gros câble 24 pins conventionnel pour la carte mère, c'est partout, on s'en fout un peu. Le câble 8 pins pour le processeur, donc alimentation processeur. Et ensuite, on a une série de câbles qui va servir pour tout ce qui est de Molex, SATA, etc. Je ne vais pas les compter un à un, mais juste à les regarder à l'œil au nombre, c'est probablement suffisant pour la grande majorité des configs, à moins que vous ayez comme 50 disques durs, ce qui est probablement pas le cas si vous n'avez pas un serveur. Ensuite, on va voir deux adaptateurs Molex vers floppy. C'est une bonne chose qu'ils mettent en adaptateur et non comme en fil directement, parce que qui utilise encore le connecteur floppy en 2017? Personne. Donc, au moins, il est là si vous êtes la seule personne en 2017 qui s'en sert encore. Je revenais au niveau des câbles. On a ici justement le câble mini USB vers USB interne d'ordinateur, USB 2.0 pour le Corsair Link, ainsi que le câble propriétaire de Corsair pour le brancher de l'alimentation vers un module Corsair Link. C'est une de vos deux options. Tous deux marchent aussi bien l'une que l'autre. Donc, on a pas mal fait le tour des câbles, assez complet. Le nombre de câbles et de connecteurs correspond par rapport au wattage. 750 watts, c'est amplement pour un processeur haut de gamme, donc soit Ryzen 7 ou Intel Core i7, en plus d'un SLI de 2 cartes et quelques disques durs. Je crois que si vous overclockez vos cartes ainsi que votre CPU dans des marges quand même raisonnables, je crois que 750 watts, ça vous donne assez de marge tout en restant assez dans le silence sans pousser votre bloc à 100%. Après ça, si vous prévoyez des configurations vraiment folles de Bitcoin mining et de multiples GPU, une alimentation plus haut de gamme va être pratique. Mais la 750 watts, pour moi, c'est un juste milieu qui offre une bonne quantité de wattage sans trop payer cher. Évidemment, 170 $ au niveau du prix de ce bloc, 150 $ US, 170 c'est évidemment canadien parce que notre monnaie, on n'en parlera pas. Puis voilà, donc le bloc en tant que tel, bonne qualité comme je disais. Au niveau des tensions, j'arrête pas de dire voltage, j'ai pris la peine aujourd'hui de me corriger parce que voltage c'est anglophone, tension c'est francophone. Les tensions sont extrêmement stables. Je suis avec le 7700K ici, la 1060, tous deux overclockés à 4.5 GHz sur le processeur et plus, je ne sais plus combien va sur le GPU, il faudrait revoir mon live stream sur ce niveau-là, mais je crois qu'on était à plus 150 sur le core et plus 400 sur la mémoire, quelque chose dans ces eaux-là. Bref, une consommation assez importante. Au niveau des composantes, le bloc était entièrement silencieux et sous stress test à 100% au niveau du GPU ainsi que du CPU ainsi que de la mémoire. Eh bien, le bloc avait des tensions extrêmement stables. Dans AIDA 64, on peut voir l'utilisation, en fait pas l'utilisation, mais les valeurs des tensions du bloc. Certains blocs plus cheap que j'ai déjà testé dans le passé, quand on met une charge assez importante, eh bien, les tensions commencent à fluctuer, etc. Ça fait un peu le bordel. C'est pas la feuille du monde dans un système de bureautique. On s'en fout un peu que les tensions varient. De toute façon, il y a des composantes au niveau de la carte mère qui ajustent tous ces les voltages pour que le CPU ait le courant correct. Sauf que au niveau d'overclocking haut de gamme, c'est vraiment important d'avoir une alimentation qui va être stable au niveau des tensions. Si nos voltages ils fluctuent de tous les côtés, les VRM du GPU et les phases d'alimentation de la carte mère vont avoir la difficulté à vous apporter un courant et des tensions stables. Donc, c'est une excellente chose ici que l'alimentation fasse un bon travail. Comme ça nous met moins de travail, entre guillemets, sur vos phases d'alimentation pour avoir un overclocking stable. Donc, mis à part les tensions stables, le bloc est extrêmement silencieux, fiable et tout. J'ai aucun problème à vous le recommander. Évidemment, n'allez pas acheter un bloc à 170 $. Si vous avez une config à 500 $, ça sert absolument à rien. Ici, quand vous achetez un bloc de cette qualité-là, on regarde minimum avec un Ryzen 5 haut de gamme, i5 haut de gamme, voire évidemment avec un bon GPU. Disons que je mettrais, personnellement, si je pousse la note, je ne le mettrais pas
Disons, je le mettrais au minimum avec un 7600K ou équivalent Ryzen avec une 1060. En dessous de ça, ça vaut pas la peine. Évidemment, pour la majorité des gens, les configs dans lesquels le blog va se retrouver, on va parler de Intel i7, Ryzen 7 avec 1070, etc. À vous de voir. Évidemment, moi, dans mon optique, j'ai toujours favorisé un bloc plus que suffisant parce que ça vaut la peine de mettre un petit 20$ de plus et avoir une alimentation qui va durer longtemps avec une bonne qualité que de devoir la changer le jour que vous voulez ajouter une deuxième carte graphique à votre système. Évidemment, un i5 et une 1060, comme je vous disais, c'est un peu pousser la note. C'est plus que suffisant, mais moi, je serais prêt à le mettre si le budget est présent pour la simple raison que j'aime ça quand j'achète une alimentation, c'est-à-dire que peu importe ce que je fais avec les composants du PC dans les 5 prochaines années, que ce soit un nouveau processeur qui consomme beaucoup, faire un SLI, changer de carte tout simplement, je sais que ça va fonctionner, que le bloc va rester silencieux et stable. Bref, je sais que je me déplace beaucoup dans mes sujets de ce que je développe, mais bon, pour revenir au bloc, excellent bloc, construction vraiment de qualité et tension stable, ainsi que des câbles de bonne qualité, entièrement noirs et semi-gainés. Donc voilà, j'aimerais savoir votre avis par rapport à ce bloc. J'ai une vidéo qui va comparer 4 ou 5 alimentations haut de gamme dans les 80 plus Gold et en montant. Sous peu sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo ainsi que du produit et à la prochaine. Ciao tout le monde!